7h42 précise. Dans le silence feutré de Matignon, une vibration sèche vint briser la quiétude matinale. Le téléphone du Premier ministre venait de s'animer sur l'épaisse table de chêne de son bureau. Un numéro s'affichait à l'écran précédé de l'indicatif international d'Israël. L'espace d'une fraction de seconde, sa main se suspendit. Derrière les lourdes tentures bordeaux, les premiers rayons du soleil s'infiltraient doucement, dorant la pièce d'une lueur presque irréelle. Et dans cette clarté matinale, quelque chose chuchotait à l'oreille du chef du gouvernement, que cette journée-là ne serait semblable à aucune autre. Ses doigts se refermèrent finalement sur l'appareil. À l'autre bout de la ligne, une voix, celle d'un conseiller diplomatique israélien, crispée, presque mécanique. Chaque syllabe soupesait comme un lingot. Monsieur le Premier ministre, le cabinet de sécurité israélien vient à l'instant d'arrêter une décision historique au sujet des otages. Monsieur Netanyahou tient à vous en informer lui-même. Une conférence multilatérale est prévue dans 3 heures exactement. 3 heures, pas une de plus. Tous les muscles du Premier ministre se raidirent d'un seul coup. 3 heures pour percer ce qui se jouait dans les antichambres secrètes de Jérusalem. 3 heures avant que la planète entière ne découvre une vérité capable de tout bouleverser. Il reposa l'appareil sans ajouter le moindre mot. Son regard, ce bleu acier si caractéristique, dériva vers la fenêtre. Au dehors, Paris s'éveillait paresseusement, parfaitement ignorant de la tempête diplomatique qui fonçait déjà droit sur lui. Mais attends une seconde, parce que ce qui allait réellement se produire dans ces 3 heures, personne n'en avait la moindre idée. Absolument personne. Ni les agents des services de renseignement extérieur français qui, à 7 heures, précises décortiquaient fébrilement des rapports chiffrés en provenance du Moyen-Orient enfermés dans leurs bureaux enterrés. Ni les journalistes aguerris des grandes matinales parisiennes occupés à caler leurs conducteurs du jour. Et encore moins surtout pas les familles françaises des otages, ces familles qui depuis des mois sans fin oscillaient entre une angoisse dévorante et un espoir qui s'effritait un peu plus à chaque lever de soleil. Car ce que le chef du gouvernement israélien s'apprêtait à jeter à la face du monde allait réduire en poussière toutes les certitudes patiemment bâties, toutes les tractations menées dans la pénombre, toutes les promesses échangées à voix basse dans les couloirs feutrés du pouvoir. Et surtout, ce que le Premier ministre français allait lui rétorquer, une seule phrase, tranchante comme une lame, une phrase qui allait s'inscrire dans l'histoire comme l'un des moments les plus audacieux, les plus courageux, mais aussi les plus controversés de toute la diplomatie française contemporaine. Mais pour que tu saisisses vraiment ce qui s'est joué là, pour que tu mesures l'onde de choc de ce qui va suivre, il faut remonter quelques semaines en arrière. Il faut replacer le tableau dans son contexte intégralement, parce que c'est seulement comme ça que tu pourras prendre la pleine mesure de l'explosion qui approche. Tout avait commencé avec l'attaque dévastatrice du 7 octobre, cette date gravée dans toutes les mémoires, cet enlèvement massif et brutal de dizaines d'êtres humains, parmi lesquels plusieurs ressortissants français. Depuis ce jour-là, la pression internationale exercée sur Israël n'avait fait que monter, comme une cocotte minute dont la soupape menaçait de céder à chaque seconde. Pendant ce temps, dans la plus stricte confidentialité, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis s'échinaient à faire avancer des négociations qui semblaient chaque jour un peu plus s'enliser désespérément. Un jour, une rumeur. Le lendemain, son démenti. Un espoir le matin, une désillusion le soir. Des messages chiffrés circulaient, contradictoires, énigmatiques, parfois insoutenables. Les familles, elles, se consumaient entre désespoir muet et colère rentrée. Et pourtant, personne n'avait vu venir ce qui allait se produire ce matin-là. Dans le silence de son bureau à Matignon, le Premier ministre se redressa lentement de son fauteuil en cuir. 39 ans, l'un des plus jeunes chefs de gouvernement que la France moderne ait connu. Porté à ce poste par le président de la République à l'automne 2024. Il en avait déjà vu passer des tempêtes politiques, la motion de censure, les déferlements de colère dans la rue contre la réforme des retraites, la poussée inquiétante de l'extrême droite. Il en avait encaissé des chocs. Mais ça, non. Rien. Absolument rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait aujourd'hui. Il s'avança vers la fenêtre, main nouée dans le dos, et laissa son regard glisser sur les toits de Paris. La rosée du matin les faisait miroiter comme une mosaïque d'argent. Et quelque part, sous ces toits, des familles françaises guettaient le moindre signe de vie de leurs proches captifs. Quelque part, dans les bureaux du Quai d'Orsay, des diplomates chevronnés s'arrachaient les cheveux à décoder les véritables intentions d'Israël. Et quelque part, là-bas, à Jérusalem, le chef du gouvernement israélien fignolait en ce moment même l'annonce qui allait faire trembler la planète entière. Une seconde, il ferma les yeux une seconde, et son esprit dériva aussitôt vers cette conversation téléphonique,
celle qu'il avait eue avec le président de la République 2 jours plus tôt, une conversation qu'il n'oublierait jamais. Le président lui avait parlé avec cette gravité si particulière, celle qu'il réservait aux heures cruciales, au moment où l'histoire bascule. Ces mots, le Premier ministre les entendait encore résonner, martelant ses tempes, comme un tambour de guerre si le chef du gouvernement israélien faisait ce que les services de renseignement français le soupçonnaient de préparer, alors il faudrait prendre position, seul, sans attendre le retour du chef de l'État, retenu quelque part en Asie, parce que la France, elle ne pouvait pas se taire. Prendre position, seul, sans filet, 3 heures plus tard. La conférence multilatérale s'ouvre. Dans la salle de crise de Matignon, sur l'écran géant, les visages des grands dirigeants de la planète s'affichent les uns après les autres. Le président des États-Unis, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, le secrétaire général des Nations unies, tous connectés, tous en attente, l'air lui-même semblait électrifié. La tension, on pouvait presque la toucher du doigt, et puis soudain il apparut. Le visage du chef du gouvernement israélien envahit l'écran. Des traits creusés, des cernes que ni le maquillage ni les projecteurs ne parvenaient à dissimuler. Des semaines entières de nuits blanches, de décisions impossibles à prendre s'étaient gravées sur son visage. La chemise blanche irréprochable comme toujours. La cravate bleue nouée à la perfection comme toujours. La façade était intacte. Mais dans ses yeux, le Premier ministre français saisit quelque chose qu'il n'y avait jamais lu auparavant. Une détermination absolue, totale, presque effrayante. Et puis derrière cette détermination, autre chose encore, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait furieusement à du désespoir, un désespoir froid, calculé. C'est en anglais qu'il prit la parole, une voix grave, posée, qui résonna dans la salle comme un verdict que l'on rend après des jours de délibération. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, j'ai ce matin une annonce de la plus haute importance à vous communiquer. Après des semaines de négociations acharnées, et à la suite de la réponse définitive que nous avons reçue du Hamas hier soir, le gouvernement israélien a pris la décision de procéder à la libération de tous les otages. La première phase de ce plan sera déclenchée dès demain matin. Silence. Un silence de plomb. Un silence si épais qu'on aurait dit que le temps lui-même avait cessé de s'écouler. Et dans ce silence, le Premier ministre français sentit tous les regards converger vers lui. Parce que c'était ça. Enfin. Les otages français allaient être rendus à leurs familles. Ce miracle diplomatique que plus personne n'osait même murmurer à voix haute, cette chose qu'on attendait depuis des mois et des mois venait de se matérialiser sous ses yeux. Alors pourquoi cette boule qui lui nouait l'estomac? Pourquoi cette alarme intérieure qui hurlait à plein poumon au fond de son crâne, mais déjà le chef du gouvernement israélien poursuivait, chaque mot calibré au millimètre. Chaque syllabe pesée avec une minutie chirurgicale. La première phase débutera à l'aube. Elle portera sur la libération des otages civils femmes et enfants en priorité. En contrepartie, Israël relâchera des prisonniers palestiniens conformément à une liste déjà arrêtée. La deuxième phase interviendra dans les jours qui suivront et concernera les otages militaires. Quant à la troisième phase, elle consistera en la restitution des dépouilles des otages décédés. Le Premier ministre britannique fut le premier à réagir. Sa voix tremblait d'émotion à peine maîtrisée. « C'est une nouvelle absolument extraordinaire, monsieur le Premier ministre. Le monde entier vous en gardera une reconnaissance éternelle. » Le chancelier allemand enchaîna aussitôt, hochant la tête avec vigueur. « C'est le fruit de votre courage et de votre persévérance sans faille. » Puis ce fut au tour du président américain de prendre la parole, ajoutant sa pierre à l'édifice des félicitations. Israël vient de démontrer qu'il est possible de négocier même dans les circonstances les plus dramatiques. Et pendant ce défilé d'éloges, pendant cette avalanche de compliments, un homme, un seul, gardait le silence. Un silence obstiné, un silence lourd, le Premier ministre français. Ses plus proches collaborateurs installés autour de la grande table commençaient à l'observer avec une inquiétude grandissante. Pourquoi? Pourquoi ne prenait-il pas la parole? Pourquoi ce mutisme alors que tous les autres dirigeants s'étaient déjà empressés de saluer l'annonce? Son conseiller diplomatique se pencha doucement vers lui. Sa voix n'était qu'un chuchotement mais pressant. « Monsieur le Premier ministre, il faut dire quelque chose. » Le silence de la France commence à se remarquer, mais le Premier ministre leva simplement la main, un geste bref, sans équivoque, un geste pour imposer le silence à son propre conseiller. Ses yeux, eux, ne quittaient pas l'écran.
Pas une seconde. Il scrutait le visage du chef du gouvernement israélien avec une intensité de laser. Il cherchait, il traquait, il voulait déchiffrer ce qui se dissimulait réellement derrière cette annonce en apparence miraculeuse. Et soudain, il le vit. Un micro-mouvement, presque rien. Une fissure minuscule dans la cuirasse du chef du gouvernement israélien. Une hésitation infinitésimale au moment précis où il avait prononcé ce mot « tous ». Une crispation imperceptible de la mâchoire lorsqu'il avait articulé première phase. C'était là, exactement là. Le mensonge était là tapi dans les replis de cette annonce présentée comme historique. Parce que non, tous les otages ne seraient pas libérés, ou du moins pas dans les conditions annoncées à la face du monde. Il y avait un piège, une clause dissimulée, un détail capital que le chef du gouvernement israélien avait soigneusement méthodiquement passé sous silence. Le premier ministre français le sentait, au creux du ventre, avec cette certitude absolue viscérale que seuls les hommes politiques expérimentés finissent par développer après des années passées à naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie internationale. Et à ce moment précis, le modérateur de la conférence prit la parole. Y a-t-il d'autres questions ou remarques avant que nous ne passions aux aspects techniques? Voilà. C'était l'instant de vérité. Soit il se taisait, soit il laissait passer l'annonce sans broncher comme tous les autres, soit il acceptait de tout faire sauter, de poser la question que personne n'avait le courage de poser. Alors, en une fraction de seconde, des images défilèrent dans sa tête. Les familles françaises, les parents qui comptaient les jours, les enfants qui voulaient juste retrouver leur papa ou leur maman, les promesses qu'il avait faites, lui en son nom, au nom de la France, les valeurs que son pays était censé incarner aux yeux du monde. Et il trancha. Le premier ministre français se pencha alors vers le microphone. Et toute la salle sans exception retint son souffle. Sa voix, calme, posée, maîtrisée, mais chargée d'une autorité telle que même les diplomates les plus chevronnés en tressaillirent sur leur siège. Monsieur le Premier ministre, j'aurais une question à vous poser, avant que nous nous lancions dans des célébrations prématurées. Sur l'écran, le visage du chef du gouvernement israélien se figea, littéralement, comme une photographie. Les autres dirigeants, eux, semblaient presque ébahis par cette intervention française inattendue, parce que ce n'était pas le ton d'un homme qui s'apprêtait à féliciter. Non, c'était le ton d'un homme qui exigeait des comptes. Vous venez de déclarer que tous les otages seraient libérés. Permettez-moi toutefois de solliciter une clarification précise. Est-ce que ce tous englobe bien les otages qui détiennent la double nationalité israélo-française? Est-ce qu'il inclut aussi ceux que vos services auraient identifiés comme ayant des liens même ténus, même indirects avec des organisations que vous jugez problématiques? Est-ce que le mot « tous » dans votre bouche signifie réellement « tous », sans la moindre exception, sans aucune clause enfouie dans les bas-fonds de l'accord, sans condition tenue secrète? Le silence qui s'abattit alors fut assourdissant. Paradoxal mais assourdissant. Le chef du gouvernement israélien ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se plissèrent imperceptiblement et à cet instant précis, il venait de saisir, de comprendre que son homologue français avait vu à travers son annonce, qu'il avait décelé la brèche dans un discours pourtant minutieusement préparé. Les secondes se mirent alors à s'étirer, comme du chewing-gum. Chaque seconde pesait comme une heure. Tous les regards, sans la moindre exception, étaient rivés sur l'écran. Tous attendaient la réponse du chef du gouvernement israélien. Le conseiller diplomatique lui était devenu livide, blanc comme un linge, parce qu'il savait parfaitement ce que son patron venait de faire. Il venait de franchir une ligne rouge, une ligne qu'on ne franchit pas. Il venait de mettre publiquement en doute la parole d'un chef d'État allié, et cela sous les yeux de l'ensemble de la communauté internationale. Après un long moment, la réponse finit par tomber, et cette réponse, on sentit tout de suite que quelque chose avait changé. La voix du chef du gouvernement israélien avait perdu toute sa chaleur diplomatique, complètement. Monsieur le Premier ministre, je peux vous assurer que notre engagement est total. Tous les otages civils seront libérés selon le calendrier convenu. Mais le Premier ministre français ne lâcha pas l'os, pas une seconde. Il se pencha encore davantage vers le micro, et ce qu'il allait prononcer dans la seconde suivante allait tourner en boucle dans tous les médias de la planète pendant des semaines entières.
Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, tous les otages civils n'est pas du tout la même chose que tous les otages. Je vais donc reformuler ma question de la manière la plus simple possible. Allez-vous, oui ou non, libérer absolument tous les otages sans la moindre exception, y compris ceux que vous considérez comme présentant un statut ambigu, qu'il s'agisse de doubles nationaux ou de personnes faisant l'objet d'une enquête? Et là, dans cette fraction de seconde qui sembla durer une éternité, le visage en face de lui changea. La façade du diplomate triomphant se fissura, légèrement mais visiblement. Les mâchoires se serrèrent, les yeux se durcirent, le masque tombait, et à cet instant, le chef du gouvernement israélien comprit avec une clarté glaciale qu'il ne pourrait pas esquiver la question française, pas cette fois. Son homologue venait de poser le doigt exactement là où ça faisait mal, précisément là où il fallait appuyer. La situation est complexe et quelques mots que possibles sont idiots. Quatre mots seulement, mais ces 4 mots suffirent à tout confirmer. Tout ce que le Premier ministre français soupçonnait depuis le début. Il existe effectivement quelques cas particuliers qui nécessitent une évaluation sécuritaire complémentaire. Il s'agit d'un très petit nombre d'individus. Combien? Un seul mot tranchant comme une guillotine. Combien d'otages ne seront pas libérés dans cette première phase que vous présentez pourtant comme totale? Dans la salle de conférence virtuelle, le malaise était désormais tangible. On pouvait presque le respirer. Le président américain se racla la gorge, visiblement mal à l'aise sur son siège. Le premier ministre britannique détourna les yeux comme si l'écran lui brûlait le regard. Le chancelier allemand lui triturait nerveusement les feuilles posées devant lui, incapable de rester immobile. Tous avaient parfaitement compris. Le premier ministre français venait à l'instant de déchirer le voile pudique de la diplomatie de façade. Pour mettre à nu une vérité que personne, absolument personne, ne voulait entendre, le chef du gouvernement israélien hésita, une fois encore, puis finit par lâcher les mâchoires crispées. Environ 23 individus resteront en détention temporaire pour des motifs de sécurité nationale. Ils seront libérés lors d'une phase ultérieure après vérification approfondie. 23? Ce chiffre frappa l'esprit du premier ministre français comme une détonation. 23 êtres humains, 23 vies que son homologue s'apprêtait à exclure en silence de sa grande annonce de libération totale. 23 otages dont les familles d'ici quelques heures allaient découvrir l'affreuse vérité. Leurs proches ne faisaient pas partie du « tous ». 23 personnes dont la liberté était suspendue à des critères arbitraires décidés unilatéralement dans le secret d'un cabinet gouvernemental. Et parmi ces 23, les services français en avaient déjà identifié au moins 7 ressortissants français ou binationaux. 7 familles qui allaient traverser en l'espace de quelques heures l'ascenseur émotionnel le plus cruel qui soit, de l'espoir absolu à la dévastation totale. Le premier ministre français ferma les yeux. 2 secondes. 2 secondes pour rassembler tout son courage. 2 secondes pour jauger en son fort intérieur l'impact colossal de ce qu'il s'apprêtait à dire. 2 secondes pour accepter que peut-être sa carrière politique allait s'achever dans les minutes qui suivraient. Puis il rouvrit les yeux. Il planta son regard droit dans la caméra. Et il prononça les mots qui allaient changer le cours entier de cette crise. Alors ce n'est pas tout. 5 mots. 5 mots seulement. Ils tombèrent comme un couperet, une phrase simple, directe, implacable, une phrase qui réduisait en miettes toute la rhétorique minutieusement construite par le chef du gouvernement israélien. Une phrase qui exposait la manipulation au grand jour, une phrase une seule qui allait déclencher une tempête diplomatique sans aucun précédent dans l'histoire contemporaine. Le visage du chef du gouvernement israélien vira au rouge. Une rouge de colère réprimée, comprimée, qui cherchait désespérément à ne pas déborder. Sa main se referma convulsivement sur le rebord de son bureau, les jointures blanchies sous la pression. Il avait compris instantanément, que son homologue français venait de le coincer. Publiquement, devant absolument tous les dirigeants de la planète, Monsieur le Premier ministre. Sa voix était devenue glaciale, aussi froide qu'une lame sortie du congélateur. Je trouve votre intervention particulièrement déplacée et surtout profondément irresponsable. Israël consent un effort historique pour... Mais il ne put terminer sa phrase. Son homologue français enchaîna, avec une force tranquille qui sidéra littéralement tous ceux qui étaient présents dans la salle virtuelle. Non, monsieur le Premier ministre! Ce qui est irresponsable, c'est d'annoncer au monde entier une libération totale des otages, alors même que vous savez pertinemment
que 23 personnes resteront en captivité. Ce qui est déplacé, c'est de jouer avec l'espoir de familles désespérées en leur servant des annonces tronquées. Ce qui est inacceptable, c'est de créer une catégorie d'otages de seconde zone fondée sur des critères que vous refusez catégoriquement de rendre publics. À ses côtés, le conseiller diplomatique posa une main qu'il voulait apaisante sur l'épaule de son patron. Le premier ministre français ne la remarqua même pas. Il avait l'esprit ailleurs, parce que quelque chose à l'intérieur de lui venait de céder. La fatigue accumulée depuis des semaines, les nuits blanches passées à négocier, à arbitrer, à décider, les appels déchirants des familles au téléphone qui le suppliaient de faire quelque chose. La pression, cette pression constante et écrasante. Tout cela, absolument tout cela explosait à présent, en un torrent de vérité diplomatique que plus rien ne pouvait endiguer. Et puisque nous en sommes à nous parler, franchement, poursuivit-il, permettez-moi de vous dire très exactement ce que pense la France de cette situation. Nous défendons le droit d'Israël à assurer sa propre sécurité. Nous condamnons le terrorisme du Hamas sans la moindre ambiguïté. Il marqua une pause, brève, juste de quoi laisser tomber ces mots avec tout leur poids. Mais nous refuserons toujours de nous taire quand on tente de nous faire passer des demi-vérités pour des victoires complètes. Nous ne célébrerons jamais une libération partielle maquillée en libération totale. Et jamais, jamais nous n'accepterons que des citoyens français soient écartés d'un accord de libération pour des raisons que vous vous obstinez à ne pas vouloir justifier publiquement. Les autres dirigeants étaient tétanisés, pétrifiés. Personne au grand jamais n'avait vu un premier ministre français s'adresser à un dirigeant israélien sur ce ton, et encore moins au cours d'une conférence internationale de ce niveau. Le tabou absolu venait de voler en éclats. Le chef du gouvernement israélien tenta alors de reprendre la main. La France ferait bien de prendre garde à ne pas compromettre un accord qui a exigé des mois de... Mais il fut coupé une nouvelle fois. Et cette fois, la voix qui lui répondit était tranchante comme une lame fraîchement aiguisée. « Non, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui feriez bien de prendre garde. De prendre garde à ne pas perdre le soutien des nations qui vous ont défendu, y compris lorsque ce soutien leur coûtait politiquement très cher. De prendre garde à ne pas transformer vos alliés en adversaires par pure arrogance. De prendre garde enfin à ne pas oublier une vérité simple, la confiance une fois brisée ne se répare jamais vraiment. Le silence qui tomba alors fut absolu, total. Un silence dans lequel on aurait pu littéralement entendre une mouche traverser la pièce. Dans la salle de crise de Matignon, les collaborateurs fixaient leur patron avec un regard étrange, mi-admiration, mi-terreur pure. Parce qu'ils le savaient tous, leur premier ministre venait à l'instant même soit de signer son suicide politique le plus spectaculaire, soit de réaliser l'un des coups diplomatiques les plus audacieux de l'histoire contemporaine. Difficile encore de savoir lequel des deux. De l'autre côté de l'écran, le chef du gouvernement israélien semblait sur le point d'exploser. Littéralement. Sa respiration se voyait à travers la caméra. Ses poings étaient serrés, crispés jusqu'à la douleur. Mais avant qu'il n'ait le temps de contre-attaquer, le secrétaire général des Nations Unies s'interposa. Sa voix tremblait légèrement. « Messieurs, je pense qu'une pause serait bénéfique à tout le monde pour... » Non. Le premier ministre français l'avait coupé fermement, d'une seule syllabe, pas de pause, pas de faux fuyant diplomatique. Monsieur le Premier ministre, je vais vous poser une dernière question. Une seule. Et j'exige une réponse claire prononcée devant chacun des dirigeants présents dans cette salle. Le moment de vérité était là, la ligne dans le sable. Allez-vous, oui ou non, libérer les 7 citoyens français qui figurent sur votre liste d'exclusion dans les mêmes conditions et selon le même calendrier que les autres otages? C'était l'ultimatum. Nu frontal sans la moindre échappatoire. Tous les regards alors convergèrent vers le même point, vers le même visage, celui du chef du gouvernement israélien. Mais il resta silencieux. Un silence qui sembla durer une éternité. Son visage était devenu un masque, impénétrable, indéchiffrable. Et pourtant, on pouvait presque voir derrière ses yeux les calculs politiques défiler à toute vitesse, comme les rouleaux d'une machine à sous, parce qu'il était piégé, littéralement pris au piège. S'il refusait, il risquait de perdre le soutien de la France. Et probablement dans la foulée, celui de plusieurs autres nations européennes, un effet domino désastreux. Mais s'il acceptait, alors il donnait au monde entier le spectacle d'un chef de gouvernement qui plie sous la pression internationale.
Une image de faiblesse. Une image qui serait immédiatement exploitée, massacrée, instrumentalisée par sa propre coalition gouvernementale déjà si fragile, déjà sur le fil. Finalement, il parla. Et sa voix était chargée d'un ressentiment qu'il peinait visiblement à contenir. Les citoyens français seront intégrés à la première phase de libération, à condition toutefois que la France s'engage formellement à coopérer pleinement avec nos services de sécurité pour ce qui concerne les vérifications nécessaires. Le Premier ministre français hocha lentement la tête. Posément. La France coopère toujours avec ses alliés dans le strict respect du droit international et des droits humains fondamentaux. Nous attendons dès demain matin la liste complète des otages qui seront libérés, nomme nationalité, statut, pour vérification de notre côté. Et cette liste devra être transmise aux Nations Unies ainsi que rendue publique. À ce moment-là, le chef du gouvernement israélien comprit qu'il n'avait plus aucune échappatoire. Plus aucune. Son homologue venait de l'enfermer dans un engagement public, ferme un engagement dont il ne pourrait plus se dédire sans y laisser toute sa crédibilité sur la scène internationale. C'est acceptable. Lâché à contre-cœur, mais le ton sur lequel ils furent prononcés laissait très clairement entendre que rien, absolument rien, n'était pardonné. La conférence s'acheva dans une atmosphère glaciale, digne d'un frigo industriel. Les écrans s'éteignirent les uns après les autres. Dans la salle de crise de Matignon, personne ne bougeait, plus personne. Les collaborateurs du Premier ministre le fixaient comme s'ils découvraient leur patron pour la toute première fois, comme s'ils venaient de comprendre à l'instant qui était réellement l'homme qu'ils servaient. Puis très lentement, le conseiller diplomatique se mit à applaudir, un applaudissement isolé presque timide au début. Puis un autre collaborateur le rejoignit. Puis un autre, et un autre encore, jusqu'à ce que toute la salle soit debout et applaudissant le Premier ministre qui venait sous leurs yeux de tenir tête à l'un des dirigeants les plus puissants et les plus redoutés de la planète entière. Lui, il se leva lentement, avec difficulté presque. Il était épuisé, littéralement vidé. Ses mains tremblaient légèrement, le contre-coup l'adrénaline qui redescendait brutalement après l'avoir porté pendant tout l'échange. Il le savait. Il savait parfaitement que les conséquences de ce qu'il venait de faire allaient se déployer dans les heures et les jours à venir. Les attaques médiatiques, les pressions politiques, les accusations d'antisémitisme que certains, il n'en doutait pas une seconde, ne manqueraient pas de brandir comme une arme. Mais il savait aussi au plus profond de lui qu'il venait de faire la seule chose juste. Dans les heures qui suivirent, ce fut l'enfer. L'enfer pur et simple. Les médias israéliens se déchaînèrent. Ingérence française, hostilité manifeste du Premier ministre, certains éditorialistes n'hésitèrent pas à parler de trahison pure et simple, de coups de poignard dans le dos. Le lobby pro-israélien en France, de son côté, activa immédiatement tous ses relais disponibles pour réclamer à corps et à cri la démission du chef du gouvernement. Mais il se passa alors quelque chose de totalement inattendu, quelque chose que personne, ni le Premier ministre français, ni son homologue israélien n'avait vu venir. Les familles des otages, toutes sans distinction de nationalité, elles commencèrent spontanément à manifester leur soutien au Premier ministre français. Des rassemblements improvisés se formèrent devant les ambassades de France dans plusieurs capitales du monde. Les réseaux sociaux, eux, s'embrasèrent. Ils furent littéralement submergés par une vague de messages de gratitude adressés à ce seul et unique dirigeant qui avait eu qui avait eu le courage, lui, de dire la vérité. Un père israélien dont le fils figurait parmi les otages publia une vidéo bouleversante. Il y disait les larmes aux yeux que le Premier ministre français avait exprimé ce que tous pensaient tout bas, mais que personne n'osait formuler à voix haute, que leur propre gouvernement leur mentait, et qu'il avait fallu un dirigeant étranger pour le mettre au jour. Grâce à lui, disait-il, son fils rentrerait à la maison dès le lendemain. Du côté des médias internationaux, après le choc initial, on commença à analyser la confrontation avec bien plus de nuances. Les grandes plumes de la presse anglo-saxonne parlaient d'un moment de vérité diplomatique. D'autres évoquaient un acte de courage politique rare dans un univers où la langue de bois est devenue la norme. Même certains titres progressistes israéliens se mirent à questionner en interne la stratégie de communication de leur propre Premier ministre. Et en France, l'opinion publique bascula massivement du côté du chef du gouvernement. Un sondage commandé dans la foulée révéla que 77% des Français approuvaient purement et simplement sa prise de position. 77%. Les syndicats, les associations
et même fait rarissime des personnalités politiques de l'opposition qui sortirent publiquement de leurs réserves pour apporter leur soutien. Le président de la République, qui suivait les événements en direct depuis son déplacement en Asie, décrocha son téléphone tard dans la soirée. Un appel bref, quelques mots seulement, mais des mots qui valaient tout l'or du monde pour l'homme qui les recevait. Il lui dit qu'il avait fait ce qu'il fallait faire, que la France ce soir-là était fière de son premier ministre. Le lendemain matin, comme promis, et contrairement à ce que certains avaient encore pu craindre jusqu'au dernier moment, la liste complète des otages à libérer fut effectivement transmise aux Nations Unies et rendue publique intégralement. Les 7 citoyens français y figuraient, noir sur blanc. Le chef du gouvernement israélien avait tenu parole, contraint et forcé certes par la pression internationale que l'intervention française avait déclenchée, mais il l'avait tenue. À l'aube, les premiers otages franchirent de la frontière de Gaza. Les images de leurs retrouvailles avec leurs familles firent le tour de la planète en quelques heures. Des larmes, des étreintes à n'en plus finir, des cris de joie, des corps qui s'effondraient les uns dans les autres après des mois de séparation. Et à chaque interview, à chaque micro tendu, les familles françaises répétaient le même message inlassablement. Sans cet homme, leurs proches seraient restés là-bas. Définitivement, mais l'histoire ne s'arrêta pas là, loin de là. Dans les semaines qui suivirent, la dynamique géopolitique de l'ensemble du Moyen-Orient se modifia, subtilement mais profondément. D'autres nations européennes, enhardies par l'exemple français, commencèrent elles aussi à adopter des positions plus critiques, plus nuancées, plus exigeantes face à la politique israélienne. Le monopole du discours pro-israélien, sans aucune réserve, ce monopole qui semblait indéboulonnable, venait de se fissurer. Et les négociations relatives aux phases suivantes de libération des otages prirent dès lors une tournure résolument différente. Quant au chef du gouvernement israélien échaudé par cette humiliation publique, il devint soudainement beaucoup plus transparent, bien plus coopératif. Parce qu'il avait compris une chose essentielle désormais, toute tentative de manipulation serait immédiatement exposée au grand jour. Le Hamas, de son côté, finit par saisir lui aussi que les divisions internes à la communauté internationale sur lesquelles il misait tant pour gagner du temps n'étaient plus des leviers fiables. Et dans les cercles diplomatiques, on se mit à parler d'un phénomène nouveau, d'un concept. Ce moment précis où un dirigeant politique, en osant briser un tabou, en osant formuler à haute voix une vérité inconfortable, parvient à changer à lui seul toute la dynamique d'une négociation internationale. Des séminaires furent organisés dans les grandes écoles de diplomatie pour décortiquer cette confrontation comme un cas d'école. Certains analystes la comparèrent aux grands discours historiques du siècle précédent. D'autres à la posture d'un certain général à l'époque de la France libre. Pour le Premier ministre lui-même, cette journée représenta un véritable tournant. Un avant, un après. Il n'était désormais plus ce jeune chef de gouvernement fraîchement nommé, celui dont on murmurait dans les couloirs qu'il manquait peut-être de stature internationale. Non, il venait en l'espace d'une seule intervention de se métamorphoser en homme d'État à part entière. Respecté, craint, écouté, les dirigeants de la planète savaient désormais. Ils savaient qu'ils n'auraient plus affaire à un interlocuteur qui se contenterait de formules diplomatiques creuses et convenues. Ils savaient qu'ils avaient en face d'eux un homme réellement prêt à formuler des vérités qui dérangent, même face à des alliés puissants, même quand cela pouvait coûter cher. 3 mois plus tard, un sommet européen se tient à Bruxelles. Les deux hommes, le Premier ministre français et son homologue israélien, se croisent dans un couloir. Les caméras sont loin, les conseillers à distance respectueuse. Pendant quelques secondes, ils se regardent, simplement, sans un mot. Puis le chef du gouvernement israélien tend la main et dit simplement que l'autre avait fait son travail ce jour-là. La poignée de main fut ferme et la réponse à la hauteur. « Comme vous auriez dû faire le vôtre », lui rétorqua calmement le Premier ministre français. En disant toute la vérité dès le départ, ils se séparèrent alors sans un mot de plus, mais quelque chose d'invisible venait de se nouer, un respect mutuel, étrange, inattendu, né de l'affrontement lui-même. L'histoire, elle, ne retint pas cette journée comme un conflit entre la France et Israël. Pas du tout. Elle la retint comme ce moment rare où un dirigeant avait osé faire passer la vérité avant la commodité diplomatique, où l'intégrité avait pris le pas sur l'opportunisme politique, où une seule phrase, 5 mots, pas un de plus, avait suffi à démasquer une manipulation et à sauver des vies humaines. Alors ce n'est pas tout.
5 mots, une phrase, une vérité et un héritage qui allait inspirer toute une génération de jeunes diplomates à ne jamais, au grand jamais, sacrifier l'honnêteté sur l'autel de la convenance politique. Aujourd'hui encore, quand on lui demande s'il regrette cette confrontation historique, il sourit, toujours. Et sa réponse ne varie jamais d'un iota. Regretter d'avoir dit la vérité, jamais. C'est peut-être la seule chose en politique dont on ne devrait jamais avoir à s'excuser. Et quelque part, un peu partout en France, dans des maisons paisibles, discrètes, des familles réunies avec leurs proches libérés lèvent leur verre chaque année, à la date anniversaire de cette conférence, et elles prononcent ce toast simple en apparence, mais chargé d'une gravité immense en l'honneur de l'homme, qui un matin a osé dire ces 5 mots qui ont tout changé. Mais attendez une seconde, parce qu'il y a encore quelque chose. Quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose sur cette journée historique qui n'a été révélé que bien plus tard, plusieurs mois après les faits, dans les mémoires confidentielles d'un diplomate américain qui assistait à cette conférence. Et ce quelque chose change radicalement la perception que l'on peut avoir de ce moment. Remontons le temps, 2 heures avant le début de la conférence. Pendant que le premier ministre français arpentait nerveusement son bureau de Matignon, essayant sans doute de se préparer à ce qu'il pressentait un email chiffré, tombé sur le serveur ultra sécurisé des services de renseignement extérieurs français. L'expéditeur anonyme, impossible à identifier, mais les métadonnées, elles parlaient d'elles-mêmes. L'origine du message se situait à proximité immédiate des services de renseignement israéliens. Et ce message contenait un document explosif, littéralement explosif. C'était la liste complète des 23 otages que le chef du gouvernement israélien s'apprêtait à exclure de la libération, avec pour chaque nom les raisons détaillées de cette exclusion. Et parmi ces raisons figuraient des éléments qui, s'ils avaient été rendus publics, auraient provoqué un scandale d'une ampleur considérable. 3 otages étaient exclus, écoutez bien simplement, pour avoir critiqué la politique israélienne sur les réseaux sociaux avant même leur enlèvement. 5 autres parce qu'ils avaient des liens familiaux lointains avec des Palestiniens. 2 parce qu'ils avaient participé à des manifestations pour la paix à Tel Aviv. Le document démontrait noir sur blanc que le chef du gouvernement israélien savait pertinemment que ces critères ne résisteraient jamais à un examen international sérieux. Il misait tout simplement sur le silence complice d'une communauté internationale qu'il jugeait à juste titre peut-être trop heureuse de célébrer une victoire diplomatique partielle pour oser affronter une vérité aussi gênante. Et c'est ce document précis qui donna au Premier ministre français le courage d'agir, parce qu'il savait exactement ce qui se tramait dans l'ombre, il savait exactement ce que son homologue s'apprêtait à faire. Il avait les preuves entre les mains, noir sur blanc. Mais voilà tout le dilemme, il ne pouvait pas les révéler publiquement, pas sans mettre en danger de mort la source qui avait pris tous les risques, y compris celui de sa propre vie, pour les lui faire parvenir. Alors il avait opté pour une stratégie radicalement différente, une stratégie plus subtile, plus dangereuse aussi. Il allait contraindre son homologue à admettre lui-même la vérité, de sa propre bouche, en lui posant des questions si chirurgicalement précises qu'il ne pourrait plus sous aucun prétexte les esquiver. Son conseiller diplomatique, qui avait eu accès aux documents en même temps que lui, avait pourtant tout tenté pour l'en dissuader. Il l'avait littéralement supplié de ne pas utiliser ces informations. Trop risqué, lui avait-il dit. Si le chef du gouvernement israélien comprenait que la France avait accès à ses communications internes, cela pourrait déclencher une crise diplomatique d'une ampleur colossale. Pire encore, la France pourrait se retrouver accusée d'espionnage, au grand jour. Mais la réponse du Premier ministre français était tombée, calme, tranchante, sans la moindre vibration dans la voix. Et si nous ne faisons rien, lui avait-il rétorqué, 23 personnes resteront en captivité, pour des motifs qui violent absolument tous les principes que nous prétendons défendre à la face du monde. Je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience, ni pour sauver ma carrière, ni pour éviter un quelconque scandale diplomatique. Cette conversation, elle ne fut jamais rendue publique, jamais. Quant au document lui-même, il fut détruit peu après la conférence, ses cendres dispersées dans la Seine par un agent des services de renseignement français dont l'identité demeure aujourd'hui encore classifiée au plus haut niveau. La source, en revanche, cet officier israélien profondément désenchanté par les méthodes de son propre gouvernement, continua de transmettre à la France dans les années qui suivirent des informations absolument cruciales. Des informations qui contribuèrent dans l'ombre à sauver un nombre incalculable de vies humaines dans des situations de crise. Voilà pourquoi le Premier ministre français avait été d'une précision aussi redoutable dans ses questions,
Pourquoi il connaissait le chiffre exact 23? Pas 20, pas 25, 23? Pourquoi il avait spécifiquement mentionné les doubles nationaux et les personnes placées sous enquête? Il ne devinait pas? Non, il savait. Parfaitement. Et son homologue israélien, en l'entendant formuler des questions d'une telle précision chirurgicale, avait compris dans l'instant. Compris qu'il venait d'être trahi, et que cette trahison venait forcément de son propre camp. On raconte, et cela n'a jamais été officiellement confirmé, que ce soir-là, dans son bureau de Jérusalem, le chef du gouvernement israélien ordonna personnellement une enquête interne express. Une enquête qui déboucha quelques jours plus tard sur l'arrestation discrète de 3 officiers du renseignement intérieur israélien soupçonnés de nourrir en secret des sympathies pour l'opposition politique. Leurs destins furent bien différents. Le premier fut contraint à une démission anticipée dans des conditions que personne n'a jamais éclaircies. Le deuxième disparut mystérieusement, littéralement, pendant 6 longs mois avant de refaire surface à Londres, avec une nouvelle identité, une vie entièrement reconstruite. Quant au troisième, le véritable coupable, celui qui avait tout transmis, il ne fut jamais identifié. Jamais. Et il sert probablement encore à l'heure où je vous parle dans les rangs des services secrets israéliens, portant son secret comme une médaille invisible, accrochée à l'intérieur de sa veste. Cette dimension cachée de toute l'affaire explique aussi, et peut-être avant tout, pourquoi lorsqu'ils s'étaient croisés dans ce couloir bruxellois 3 mois plus tard, le chef du gouvernement israélien avait prononcé cette simple phrase « Vous avez fait votre travail ». Une phrase anodine en apparence, mais en réalité c'était une reconnaissance à double fond, à double sens, parce qu'il savait que son homologue français avait eu accès à des informations qu'il n'aurait jamais, au grand jamais, dû avoir entre les mains. Il savait parfaitement que le Premier ministre français aurait pu, s'il l'avait voulu, l'humilier bien plus profondément encore, en rendant ce fameux document public, devant le monde entier. Mais il ne l'avait pas fait, il avait choisi au contraire de protéger sa source, de préserver un minimum de dignité pour Israël, tout en obtenant malgré tout le résultat essentiel, la libération de tous les otages, sans la moindre exception. Et c'était précisément cela le véritable génie diplomatique déployé ce jour-là. Non, pas simplement le courage brut d'affronter un allié puissant, non, c'était bien davantage que ça. C'était l'intelligence rare précieuse de savoir exactement jusqu'où aller. Et surtout, où s'arrêter. C'était la capacité de comprendre que l'objectif n'était pas de détruire son homologue ni de saboter durablement les relations franco-israéliennes. L'objectif, le seul, le vrai, était d'obtenir un résultat concret palpable, la liberté de 23 êtres humains qui allaient autrement être sacrifiés sur l'autel de la raison d'État. Dans les années qui suivirent, le Premier ministre français ne parla plus jamais de ce document. Jamais. Pas même au président de la République, qui ne le découvrit lui que bien plus tard par une indiscrétion commise par un ancien agent à la retraite des services de renseignement français. Quand le président le confronta finalement à ce sujet, la réponse tomba. Simple, lapidaire, empreinte d'une philosophie qui allait devenir la marque de fabrique de toute son action internationale. Certaines choses, avait-il dit, doivent rester dans l'ombre pour que la lumière, elle puisse briller exactement là où c'est nécessaire. Et cette philosophie, elle devint véritablement sa signature en matière de politique étrangère. Pendant tout le reste de son mandat, il ne cessa de surprendre observateurs et adversaires, par cette capacité presque magique à obtenir des résultats spectaculaires dans des situations pourtant apparemment bloquées, complètement bloquées. On le vit négocier avec succès la libération de journalistes français retenus en Iran en s'appuyant sur des canaux secrets que personne, absolument personne, n'avait soupçonnés. On le vit désamorcer une crise diplomatique majeure avec l'Algérie en mobilisant discrètement des informations que les services français n'étaient même pas censés posséder. On le vit à plusieurs reprises transformer des confrontations potentiellement désastreuses en victoires diplomatiques éclatantes grâce à cette combinaison redoutable courage public d'un côté, manœuvre discrète dans l'ombre de l'autre. Mais cette confrontation-là, celle du matin fondateur, resta son moment définitif, son moment fondateur. Le moment précis où un jeune premier ministre de 39 ans à peine avait regardé droit dans les yeux l'un des dirigeants les plus expérimentés et les plus redoutés de toute la planète, et avait refusé obstinément de cligner. Le moment où il avait choisi la vérité plutôt que la commodité, l'intégrité plutôt que l'opportunisme. Le moment précis où une seule phrase, une phrase de rien du tout, avait suffi à faire basculer le cours entier d'une crise internationale.
Aujourd'hui encore dans les grandes écoles diplomatiques, celles de la capitale française, mais aussi désormais dans certaines universités à l'étranger, on enseigne ce cas comme un exemple devenu classique. Les théoriciens des relations internationales ont même donné un nom à ce phénomène, la symétrie constructive. L'art, le très grand art d'utiliser des informations privilégiées non pas pour humilier un adversaire, mais pour le contraindre tout simplement à faire ce qui est juste. Et forcément, les étudiants débattent passionnément de la moralité même de cette approche. Était-il éthique moralement parlant d'utiliser des informations obtenues très probablement par des moyens relevant de l'espionnage? Aurait-il fallu au contraire rendre publique l'existence du document? Où se trouve exactement la ligne, cette fameuse ligne rouge entre la diplomatie habile et la manipulation pure et simple? Ces questions, elles restent ouvertes, toujours ouvertes, soumises à 1000 interprétations différentes selon les perspectives politiques et philosophiques de chacun. Mais il y a une seule sur laquelle absolument personne ne peut revenir. 23 personnes qui auraient dû en principe rester en captivité sont aujourd'hui libres. 23 familles qui auraient dû en principe continuer à souffrir ont retrouvé leurs proches. Et ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut le minimiser. Personne. 5 ans plus tard. 5 longues années après cette confrontation historique. Un journaliste d'un grand quotidien national parvient à décrocher une interview rare, très rare, avec l'ancien premier ministre qui avait depuis quitté Matignon pour endosser un nouveau costume, celui de chef de la diplomatie française sous un nouveau gouvernement. À un moment de l'entretien, le journaliste lui pose cette question simple, en apparence, si vous pouviez revivre cette journée, feriez-vous les choses différemment? Silence. Un long silence. Le regard de l'interviewé dérive vers la fenêtre de son bureau au Quai d'Orsay où la scène coule paisiblement indifférente. Et puis, il se tourne, lentement, vers son interlocuteur, avec ce fameux regard bleu acier devenu sa signature au fil des ans. En politique, lui répond-il, on apprend à peser chaque mot, à calculer chaque geste, à anticiper chaque conséquence. Mais parfois, il faut tout simplement faire ce qui est juste, même si c'est dangereux, même si c'est impopulaire, même si cela risque de détruire votre carrière. Ce jour-là, j'ai fait ce qui était juste. Je dormirais bien moins bien aujourd'hui si j'avais agi autrement. Le journaliste lui note scrupuleusement la réponse. Puis, il lève les yeux et pose enfin la question que tout le monde se posait depuis des années. La question interdite. Est-il exact que vous aviez ce jour-là accès à des documents confidentiels israéliens? Il sourit, tout simplement, un sourire discret à peine esquissé, mais il ne répondit pas directement à la question. Ce qui est vrai, dit-il finalement, c'est que 23 personnes sont libres aujourd'hui. Le reste n'est que spéculation. Et c'est précisément sur cette note d'ambiguïté calculée parfaitement maîtrisée que l'interview prit fin. Une fois encore, il venait de démontrer son immense talent. Ce talent si particulier qui consiste à dire exactement ce qui doit être dit, tout en conservant intact ce qui doit demeurer secret. Cette capacité rare à naviguer en permanence entre transparence et discrétion, entre courage public et prudence stratégique. Une capacité qui, au fil des années, était devenue la véritable marque de fabrique d'un homme d'État authentiquement exceptionnel. L'histoire de cette confrontation, elle se transmit ensuite de génération en génération, de bouche à oreille, dans les couloirs feutrés du pouvoir français. Elle devint une légende, un véritable conte moral sur ce que signifie vraiment le courage et l'intégrité en politique. Les jeunes diplomates fraîchement sortis de formation l'écoutaient les yeux brillants, rêvant secrètement du jour où eux aussi, peut-être, auraient l'occasion de défendre la vérité avec autant de fermeté. Les cyniques, bien sûr, haussaient les épaules, ils y voyaient un simple coup de chance, ou une manipulation médiatique particulièrement habile. Mais ceux qui étaient là ce jour-là, ceux qui avaient vu de leurs propres yeux le visage du Premier ministre au moment précis où il avait prononcé ces 5 mots fatidiques, ceux-là savaient, ils savaient que c'était autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose de beaucoup plus rare, un moment de vérité absolue dans un monde entièrement bâti sur des demi-vérités et des compromis permanents. Et quelque part, dans un appartement modeste d'une grande ville du Moyen-Orient, un ancien officier des services de renseignement regarde parfois les étoiles la nuit et se souvient. Il se souvient du jour où il a appuyé sur « Envoyer », le jour où un simple email a changé le destin de 23 êtres humains. Il ne sait pas si l'homme qui a reçu ce message pense encore à lui, si parfois il se demande qui a bien pu être cette source mystérieuse qui a tout risqué, y compris sa vie, pour faire triompher la justice. Mais peu importe au fond, peu importe, parce que lui, il sait qu'il a fait ce qui était juste.
Et parfois, dans ce monde complexe et cruel, c'est tout ce qui compte vraiment. Alors, la toute prochaine fois que tu entendras un politicien faire une grande annonce, une annonce qui te semble presque trop belle pour être vraie, souviens-toi. Souviens-toi de cette histoire. Souviens-toi de cet homme qui a eu l'audace un matin de poser cette simple question « Est-ce vraiment tout ?» Souviens-toi que derrière chaque grande déclaration publique se dissimulent parfois des petits caractères, des clauses microscopiques, des détails que absolument personne ne veut que tu ailles lire. Et souviens-toi surtout qu'une seule personne, une seule, prête à dire à haute voix cette phrase minuscule « alors ce n'est pas tout », peut faire toute la différence. Toute la différence entre une manipulation qui réussit et une vérité qui éclate enfin au grand jour. Parce qu'au final, c'est bien cela le véritable pouvoir. Pas la capacité de tromper avec élégance. Non. Le courage de démasquer. Pas l'art de mentir avec subtilité. Non. La force, la vraie force de dire la vérité même quand elle dérange tout le monde. Et si l'histoire doit un jour se souvenir de cet homme, ce ne sera pas comme d'un politicien de plus noyé dans la masse. Ce sera comme de l'homme qui, un matin de novembre, a refusé net de jouer le jeu. Et qui, avec 5 mots d'une simplicité désarmante, a changé à lui seul le cours entier de l'histoire. Alors ce n'est pas...